Au Soudan, la police a une fois encore dispersé ce jeudi des manifestants anti-gouvernementaux. Les contestataires s'étaient rassemblés dans le centre-ville de la capitale soudanaise avant de se diriger vers le siège de la présidence. La ville minière de Bakouma, dans le sud-est de la Centrafrique, connue pour ses importants gisements d'uranium et contrôlée par deux groupes armés depuis fin décembre, a été reprise par les autorités centrafricaines. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre réélection à la présidentielle de février prochain, a assuré lors d'un débat télévisé être assez en forme pour encore diriger le pays lors d'un second mandat. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, la police a une fois encore dispersé ce jeudi des manifestants anti-gouvernementaux. Les contestataires se sont d'abord assemblés dans le centre-ville de la capitale soudanaise avant de se diriger vers le siège de la présidence. Mais la police est aussitôt intervenue en tirant des gaz lacrymogènes. Les images. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène des manifestants anti-gouvernementaux qui marchaient en direction du palais présidentiel pour appeler Omar El-Béchir à quitter le pouvoir 4 semaines après le début de la contestation. Après un appel à manifester à Khartoum et dans d'autres villes du pays ce jeudi, des Soudanais se sont rassemblés dans le centre de la capitale avant de se diriger vers le siège de la présidence. Mais la police est aussitôt intervenue en tirant des gaz lacrymogènes pour les disperser. L'association des professionnels qui regroupe notamment médecins, professeurs et ingénieurs est le fer de lance de ces manifestations. Des manifestations ont également eu lieu dans les villes de Port-Soudan et Gadaref, selon des témoins. Déclenché le 19 décembre dernier par la hausse des prix du pain et des médicaments et des pénuries dans un pays en plein marasme économique, les manifestations se sont transformées en rassemblements quasi quotidiens contre le président Omar El-Béchir, qui a catégoriquement rejeté leur appel à partir. Pour Khartoum, les États-Unis sont à l'origine des difficultés avec leur sévère embargo imposé pendant 20 ans, qui interdisait au Soudan de mener des activités commerciales et des transactions financières à l'international. La ville minière de Bakouma, dans le sud-est de la Centrafrique, connue pour ses importants gisements d'uranium et contrôlée par deux groupes armés depuis fin décembre, a été reprise par les autorités mercredi. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes armés issus de l'Est-Séléka, qui en avait le contrôle, s'est retiré de la ville sans affrontement. Les détails. L'armée centrafricaine et la MINUSCA ont repris position dans Bakouma depuis mercredi matin selon les autorités de la localité, qui ont également annoncé que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés issus de l'ex-coalition Séléka, a quitté la ville. De sources concordantes, ce retrait s'est opéré sans affrontement. Le 31 décembre, deux groupes armés issus de l'ex-Séléka, le FPRC, et le groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, UPC, avait déclenché une vague de combats contre des miliciens anti-Balaka, puis contre l'armée centrafricaine en attaquant Bakouma. Depuis, le FPRC, qui avait le contrôle de la ville, avait indiqué ses intentions d'établir une base permanente à Bangassou pour nettoyer la zone des éléments anti-Balaka et de l'armée centrafricaine. Plusieurs assauts de l'armée centrafricaine accompagnés de casques bleus de la MINUSCA avaient alors essayé sans succès de reprendre le contrôle de la ville. La région de Bakouma, qui abrite d'importants gisements d'uranium, est fréquemment le théâtre de conflits entre les groupes armés qui veulent la contrôler. Rappelons qu'un dialogue entre les autorités centrafricaines et les groupes armés doivent se tenir le 24 janvier sous l'égide de l'Union africaine. Au Mali, au moins 10 personnes, membres d'un groupe armé et civil, ont été tuées mardi dans le nord-est du pays. Une zone de confrontation entre des djihadistes liés au groupe État islamique et deux groupes armés soutenant les troupes maliennes et françaises. Des précisions à travers ces images. Nouvelle attaque dans le nord-est malien. Perpétrée à Inekar Ouest, près de la frontière nigérienne,
Elle a coûté la vie à une dizaine de personnes, des combattants du mouvement pour le salut de l'Azawad et des civils. Si l'identité des auteurs de l'attaque reste inconnue pour l'heure, le responsable du ministère de l'administration territoriale attribue son origine à des terroristes. À l'issue des affrontements, les assaillants ont procédé à l'exécution sommaire d'une vingtaine de personnes civiles, dont des personnes âgées, en plus des éléments du poste de sécurité du MSA morts au combat. Du côté des assaillants, plusieurs morts sont aussi à signaler. Le nord du Mali est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, à la faveur de la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg, d'abord alliés à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Les djihadistes en ont été en grande partie chassés ou dispersés suite au lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application accumule les retards. Au Kenya, ils sont 21 personnes tuées dans l'attaque d'un complexe hôtelier de Nairobi, perpétré mardi par des islamistes radicaux Shebab. Il s'agit du dernier bilan annoncé par le chef de la police kenyane à la presse. Reportage. Accompagnés de démineurs et d'équipes sinophiles, les forces de sécurité kenyanes ont repris ce jeudi une fouille minutieuse du complexe hôtelier attaqué par un commando de 5 islamistes radicaux. Selon le chef de la police kenyane, le nombre de victimes de l'attentat terroriste perpétré dans le complexe hôtelier de Nairobi est passé à 21. Ce sont les nationalités des personnes qui ont malheureusement perdu la vie. 16 Kenyans, un Britannique, un Américain et 3 personnes d'ascendance africaine que nous devons encore identifier. Les islamistes radicaux somaliens Shebab, qui ont revendiqué dès ce mardi l'attaque dans un complexe hôtelier de Nairobi, ont indiqué ce mercredi avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Dans un communiqué diffusé par CIT, le groupe affirme que ses combattants ont suivi les instructions du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, de s'en prendre à des intérêts occidentaux et israéliens. Ils ont attaqué le complexe 1262 en réaction aux commentaires du président américain Donald Trump et à sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, poursuit le test. Au moins 5 personnes ont été tuées dans de nouveaux combats entre des milices rivales mercredi au sud de Tripoli, la capitale libyenne. Ces nouveaux affrontements font voler en éclats un accord de cessez-le-feu conclu au mois de septembre dernier sous l'égide de l'ONU. De nouveaux combats ont opposé des milices rivales dans le sud de Tripoli, remettant ainsi en question le cessez-le-feu conclu en septembre dernier. Un premier bilan du ministère de la Santé à Tripoli fait état de 5 personnes tuées et 20 autres blessées lors de ces affrontements. Selon des témoins, des tirs intermittents étaient entendus mercredi au sud de la capitale où des routes ont été fermées à la circulation. Les combats ont repris en dépit d'un avertissement de la mission de l'ONU en Libye qui a mis en garde contre toute violation de l'accord de trêve de septembre. Pour rappel, les violences s'étaient arrêtées après un accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide de l'ONU, mais entre fin août et début septembre, des combats opposant des groupes armés venant d'autres villes de l'ouest libyen et des milices tripolitaines ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Les milices rivales s'adonnent à une lutte d'influence pour dominer la capitale et contrôler les institutions et les richesses du pays, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est divisée avec la présence dans l'Est d'un cabinet parallèle appuyé par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Son processus de stabilisation est toujours en panne. Une dernière conférence internationale sur sa situation en novembre à Palerme a été plombée par les divisions persistantes entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part. En bref, en Tunisie, une grève générale inédite touchant tous les services publics a débuté ce jeudi à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT. À travers le pays, les écoles publiques étaient fermées, les transports en commun paralysés et les vols de la compagnie aérienne nationale tunisienne perturbés. Les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques, représentant près d'un quart de la population active, s'étaient rassemblés dans la matinée devant le siège de l'Union générale des travailleurs tunisiens
À Tunis, le syndicat réclame des augmentations de salaire plus importantes que les 20 € pour 2019 et 30 € pour 2020 proposés par le gouvernement. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre réélection à la présidentielle de février prochain, a assuré lors d'un débat télévisé mercredi soir être assez en forme pour diriger le pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration alors que les critiques sur son âge avancé et son état de santé se sont multipliées ces derniers mois. Les images. Interrogé sur ses capacités physiques pour être reconduit à la tête du Nigeria, Muhammadu Buhari a répondu être assez en forme pour encore diriger le pays. Lors d'un débat télévisé mercredi soir, il a invité les électeurs à se faire une opinion de sa bonne santé en l'observant lors des meetings politiques à travers le pays. Le chef de l'État nigérian a promis d'aller de stade en stade pour défendre son bilan durant la campagne électorale. Le président Buhari, candidat du Congrès des progressistes, faut-il le rappeler, a passé au moins 9 mois à Londres où il était soigné pour une maladie non révélée au grand public lors de son premier mandat. Le 16 février, 84 millions d'électeurs nigérians se rendront aux urnes pour désigner leur nouveau président dans ce qui s'annonce être un scrutin très serré entre Muhammadu Buhari et son principal opposant, Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire. C'est la 5e fois que Buhari se présente à une élection présidentielle après ses échecs de 2003, 2007 et 2011 et sa victoire historique en 2015 où il fut le premier candidat de l'opposition à remporter une présidentielle dans l'histoire du pays. Cotonou, la capitale économique du Bénin, abrite depuis le 15 janvier et ce jusqu'au 19 janvier prochain la 2e édition du Festival international du court-métrage des écoles de cinéma. Candice Debou était au lancement du dit festival. Voici son reportage. En partenariat avec l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, l'Institut français du Bénin organise la 2e édition du FICMEC, entendez, Festival international du court-métrage des écoles de cinéma. Cette 2e édition rend hommage à un grand homme du cinéma africain. Il a nom Cheikh Oumar Sissoko. Je suis très ému, mais je tiendrai le coup. En fait, c'est la politique qui m'a amené au cinéma. J'allais beaucoup voir le cinéma, le néoréalisme italien. Et quand j'ai vu les films de Saint-Belge, c'est là où il y a eu le déclic. Où je me suis dit, les films dans nos langues nationales étaient propres à me permettre de dialoguer avec le public. C'est pour ça que j'ai choisi le cinéma. Et je ne l'ai pas regretté. Faire du cinéma, c'est avoir aussi donc, la culture générale. Parallèlement à ce festival, l'ISMA organise la 2e édition du colloque scientifique international sur le thème « La convergence technologique dans les industries du cinéma et de l'audiovisuel ». Quelle mutation et perspective en Afrique? Nous devons conjuguer nos efforts pour que cette convergence-là puisse s'accélérer. Parce que si les États ne développent pas des politiques dans ce sens-là, les efforts qui sont développés par les sociétés civiles ne seront pas suffisamment soutenus. Il y a aussi les opérateurs économiques qui doivent s'investir davantage dans ce secteur. Sinon, ce sont les opérateurs étrangers qui vont investir et bénéficier de cette nouvelle économie au détriment des opérateurs africains. Le Festival international du court-métrage des écoles de cinéma FICMEC permet aux jeunes cinéastes de s'enrichir de la diversité des cinémas du monde. Ce festival original et ambitieux qui réunit 15 pays et 16 écoles est présidé par Bruno Pessouri. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.